dans cette remarque, j'ai tiré tout ce qu'on pouvait tirer de la démonstration du théorème de Gram-Schmidt, à savoir que si V1, Vn est une famille libre formée de vecteurs de E, alors en posant E1 est égal à V1 et EK, le vecteur VK, corrigé avec les vecteurs construits pas à pas pour obtenir une famille orthogonale, eh bien la famille que j'obtiens ici, la famille E1, E2, etc. jusqu'à En, construit par ce biais, est une famille orthogonale. Alors du coup, on peut dire que E1 jusqu'à En est une base orthogonale de l'espace vectoriel engendré par les vecteurs VI, donc de l'espace vectoriel V engendré par les vecteurs V1, etc. jusqu'à Vn. Et si je veux récupérer une base orthonormée de l'espace vectoriel engendré par les VI, eh bien c'est tout simple. On n'a qu'à normer les vecteurs de cette famille. En normant les vecteurs, il reste 2 à 2 orthogonaux, bien entendu. Mais par contre, ils seront dorénavant normés. Et on obtient bien une base orthonormée de l'espace vectoriel V engendré par les vecteurs VI. Alors vous allez me dire, on a une formule, alors voilà, on n'a pas besoin d'un point méthode qui nous permet de construire pas à pas les différents vecteurs de cette famille. Oui, bon, alors moi cette formule je la connais, mais est-ce que vous vous en souviendrez plus de 2 jours? C'est pas sûr, quoi. Je veux dire, c'est pas le procédé de Gram-Schmidt, c'est pas un procédé qu'on va utiliser tous les jours. Donc il vaut mieux comprendre le procédé pour voir comment on construit les vecteurs pas à pas, plutôt que d'apprendre comme ça une formule juste l'espace d'un instant et espérer la connaître le jour J. Ça, j'y crois pas trop. Alors par contre, ce que je vais faire, c'est que le point méthode que je vous explique sur le poly, ce que j'ai appelé Gram-Schmidt pas à pas, qui a accompagné d'ailleurs un dessin où on voit comment construire les vecteurs au fur et à mesure, je vais mettre ce point méthode en place sur un exemple, et un exemple avec un produit scalaire qui n'est pas forcément le produit scalaire le plus simple qu'on a pu manipuler jusqu'à présent, un produit scalaire intégral. Donc je vais prendre comme exemple. Donc je vais me placer dans l'ensemble des fonctions continues sur le segment -1, 1 à valeur dans R. Et je vais considérer dans cet espace vectoriel une famille libre qui est formée de fonctions polynomiales. Alors, les fonctions polynomiales que je vais considérer, c'est la fonction polynomiale constante égale à 1, la fonction polynomiale qui a x associe x, donc qui est symbolisée par le polynôme grand X, et celle qui a x associe x carré, qui est symbolisée par le polynôme x carré. Alors, il est évident que la famille P0, P1, P2 est clairement une famille libre. On obtient une famille polynomiale à degré échelonné, donc elle est libre. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que vous trouviez une base orthonormée de l'espace vectoriel V engendré par ces 3 polynômes. Alors, vous avez reconnu que V, en fait, c'est l'ensemble des fonctions polynomiales de degré inférieur ou égal à 2. C'est pour ça que je mets un petit x, pour dire que ce sont les fonctions polynomiales de degré inférieur ou égal à 2. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on trouve une base orthonormée de cet espace vectoriel. On est bien dans le cadre du cours, je suis dans un espace pré-hilbertien réel. Cet espace est muni de son produit scalaire usuel sous forme intégrale. Donc on y va pour chercher une base orthonormée de cet espace vectoriel. Donc je précise que le produit scalaire avec lequel je vais travailler, c'est le produit scalaire donnant l'intégrale entre -1 et 1 de f de t, g de t, dt. C'est parti pour la mise en place de la méthode. Donc vous allez voir, c'est un petit algorithme tout simple à mettre en place. Alors il y a quelques calculs qui ne sont pas forcément sympathiques, mais l'algorithme en lui-même, il n'est pas compliqué. Donc la première étape consiste à prendre un vecteur qui va engendrer la même chose que le polynôme P0. Donc la première étape consiste à prendre comme polynôme E0 le polynôme P0,
c'est-à-dire la fonction constante égale à 1 lui-même. Donc la première étape dans le procédé de Gram-Schmidt, c'est toujours hyper simple, puisque le premier polynôme de ma famille orthogonale, c'est le premier polynôme de la famille libre que je cherche à orthogonaliser. Donc, fin de la première étape. Alors, voyons que c'était pas très dur. Deuxième étape. Alors, deuxième étape, on va construire notre autre vecteur. Donc, si je symbolise ça avec un dessin pour que vous puissiez suivre, vous allez me dire, on a un polynôme, on peut lui donner comme un vecteur comme ça. Je vous rappelle que c'est juste une image. Hein, c'est-à-dire qu'on essaie juste de donner du sens géométriquement à ce qu'on fait. Donc là, on a construit un premier polynôme, le premier polynôme de ma base de Schmidt, donc j'ai dit c'était E0 est égal à P0. J'ai un autre polynôme qui se balade, donc qui est a priori dans une autre direction. Imaginez que le polynôme P1, ce soit ce polynôme-là. Et moi, ce que je veux, c'est construire une famille orthogonale qui va être associée. Alors, si j'applique la méthode de Schmidt me dit le prochain vecteur, il faut le prendre comment? Il faut le prendre dans la direction du vecteur P1, donc il va être égal à P1, et on doit le corriger avec le vecteur qu'on connaît déjà, avec le vecteur qu'on a déjà construit, avec le vecteur E0. Le corriger, donc avec alpha, un nombre réel. Donc dorénavant, je cherche un nombre réel alpha, de manière à ce que le vecteur E1 soit orthogonal au vecteur E0. C'est-à-dire, je veux que le produit scalaire entre le vecteur E1 et le vecteur E0 soit nul. Or, quand on développe ce produit scalaire, en remplaçant le vecteur E1 par sa valeur, on va récupérer donc P1 scalaire E0 plus alpha norme de E0 au carré est égal à 0. Et je vois donc que si je cherche un vecteur qui convient sous cette forme-là, il n'y en a qu'un seul qui peut marcher, puisque je récupère que alpha va être égal à P1 scalaire E0 sur la norme de E0 au carré. Et donc je viens de trouver le polynôme E1 qui convient. Le polynôme E1 qui convient, c'est donc le polynôme P1 moins le produit scalaire de P1 et de E0 sur la norme de E0 au carré multiplié par E0. Alors vous allez me dire, mais là on ne le connaît pas réellement, il faut encore calculer les produits scalaires associés. Ouais, ce qu'on va faire. On va calculer le produit scalaire de P1 par E0. Alors P1 c'est la fonction x, E0 c'est la fonction constante égale à 1. Donc je vais être amené à intégrer entre 0 et 1, donc la fonction x multipliée par 1, donc x dx. Et je m'aperçois en fait que cette intégrale, elle est nulle. Donc je m'aperçois en fait que, c'était un peu inattendu. Le vecteur P1, en fait, il était déjà orthogonal au vecteur E0. Donc en fait, si je rétablis la situation, ici je suis dans une situation plutôt favorable, puisqu'en fait, a posteriori, bien entendu, c'est toujours facile, mais a posteriori, qu'est-ce qu'on a récupéré? On vient de voir qu'en fait, le vecteur P1, il était déjà orthogonal au vecteur E0 pour le produit scalaire concerné. Donc on avait déjà un vecteur qui était dans la bonne direction. Donc voilà, en fait le vecteur P1, il était déjà comme ça. Donc c'est cool. Néanmoins, je vais quand même calculer la norme du vecteur E0 au carré. Alors vous allez me dire c'est inutile puisque le numérateur est nul. Ouais, mais de toute façon, j'en aurai besoin pour obtenir une base orthonormée. Donc on calcule quand même la norme de E0 au carré. La norme de E0 au carré, c'est le produit scalaire de E0 par E0. C'est donc l'intégrale entre moins 1 et 1 de 1 fois 1, donc de 1 dx. C'est donc égal à 2. Donc on récupère que la norme de E0 au carré est égale à 2. Et donc on récupère par ce biais que la fonction qui est là, c'est la fonction P1, puisque ce terme-là est nul. Voilà. Alors il nous reste évidemment une troisième étape que je vais faire ailleurs. Je vais manquer de place. Il nous reste une troisième étape qui va consister à récupérer le dernier vecteur de ma famille. Donc troisième étape. Alors dans ma troisième étape, je cherche à construire un vecteur E2 qui est orthogonal à E1 et à E0, mais qui est dans la direction du vecteur P2. Donc E2, je le cherche sous la forme P2. Et je corrige ceci avec le vecteur E1 et avec le vecteur E0, le vecteur que l'on a déjà construit.
Donc il nous reste à ajuster les scalaires alpha et bêta réels de manière à avoir une famille orthogonale, mais qui va bien être dans la direction de P2. Donc je regarde les conditions qui pèsent sur ces scalaires. Moi, ce que je veux, c'est que le vecteur E1 soit E2 soit orthogonal à E1 et que le vecteur E2 soit orthogonal au vecteur E0. Je vais déjà regarder la condition pour que E2 soit orthogonal à E1. Donc là, vous voyez, il n'y a rien à apprendre, il y a juste à comprendre le procédé et à le mettre en place. Donc moi, ce que je veux, c'est que le produit scalaire qui est ici soit nul. Je développe le produit scalaire. On va récupérer donc P2 scalaire E1 plus alpha E1 scalaire E1, donc la norme de E1 au carré, plus bêta E0 scalaire E1. Mais ça, c'est nul, puisque le vecteur E0, il est déjà orthogonal au vecteur E1. C'est pour cela, vous deviez vous poser la question, qu'on corrige avec les vecteurs qui sont déjà construits, puisqu'on sait qu'il y a déjà des orthogonalités qui se mettent en place. Donc voilà ce que je récupère comme condition sur alpha. On récupère donc que la condition sur alpha, c'est que alpha, c'est l'opposé de P2 scalaire E1 sur la norme du vecteur E1 au carré. Donc moralité, on vient déjà de trouver la valeur de alpha. On cherche à quelle condition le vecteur E2 est orthogonal au vecteur E0. On va dire, la condition, c'est que le vecteur qui est là doit être orthogonal au vecteur E0. Donc je calcule le produit scalaire entre ce vecteur et E0, sachant que ce produit scalaire doit être nul pour que les vecteurs soient orthogonaux. On développe le produit scalaire, on récupère P2 scalaire E0 plus bêta norme de E0 au carré, puisque le produit scalaire entre E1 et E0 est nul, puisque les vecteurs E1 et E0 ils sont déjà orthogonaux. Et la condition qui va donc peser sur bêta, c'est que bêta va être égal à moins P2 scalaire 1 sur la norme de E0, sur la norme de E0 au carré. On n'a plus qu'à calculer les différents produits scalaires, on récupère la valeur de alpha, la valeur de bêta, et c'est réglé. Alors si on calcule le produit scalaire de P2 par E1, ça c'est une intégrale, c'est l'intégrale entre moins 1 et 1 du polynôme P2. Le polynôme P2 c'est x carré, et le polynôme E1 c'est x. Donc on est amené à intégrer x cube entre moins 1 et 1. Et ça fait 0 puisque c'est une fonction impaire. Donc je vais quand même calculer le produit scalaire de E1 par E1 puisque j'en aurai besoin pour normer les vecteurs. Même si j'ai déjà ici l'assurance que le scalaire alpha est nul. Donc ça va me donner l'intégrale entre moins 1 et 1 de x fois x, donc de x carré dx. X carré s'intègre entre moins 1 et 1 en x3 sur 3. Et on va donc récupérer 2 tiers. On n'a plus qu'à finir le calcul en calculant le produit scalaire de P2 par E0, ce qui revient à intégrer entre moins 1 et 1 la fonction constante égale à 1 fois la fonction carré, donc ce qui revient à intégrer x carré. Et cette intégrale-là, on l'a déjà calculée, elle vaut 2 tiers. Et la norme de E0 au carré, on l'avait déjà calculée, rappelez-vous, puisque la norme de E0 au carré, on avait récupéré 2. Donc on voit que le coefficient bêta, ça va donc être égal à moins 2 tiers divisé par 2. Ça va donc nous donner moins 1 tiers. Moralité, le polynôme E2 que je cherche, le polynôme E2, c'est donc le polynôme P2, plus 0 fois E1, moins 1 tiers fois E0. Donc la fonction E2, c'est la fonction qui a x associe x carré moins 1 tiers. Alors, là, à ce stade, on a une famille orthogonale, c'est-à-dire que la famille E0, E1, E2 construite est une base orthogonale. Alors, orthogonale, ça n'existe pas en abréviation. C'est une base orthogonale de l'espace vectoriel V, donc engendré par ces trois polynômes. Je peux expliciter d'ailleurs les trois fonctions que j'ai récupérées. La première, c'est la fonction constante égale à 1. La seconde, c'est x. Et la troisième, on vient de la calculer, c'est la fonction qui a x associe x carré moins 1 tiers. Alors qu'on peut représenter par le polynôme constant égal à 1, le polynôme x et le polynôme x carré moins 1 tiers. Pour obtenir une base orthonormée, il suffit de diviser chacun de ces vecteurs par leur norme.
On a déjà calculé la norme de E0 puisqu'on a trouvé racine de 2. Là, on a sa norme au carré. La norme du vecteur E1, eh bien, on avait trouvé que la norme au carré était égale à 2 tiers. Donc la norme du vecteur E1, c'est racine de 2 sur racine de 3. On n'a plus qu'à calculer la norme du vecteur E2 pour être complet. Alors, comme d'habitude, je vais calculer sa norme au carré. La norme au carré de ce vecteur, c'est l'intégrale entre moins 1 et 1 de x carré moins 1 tiers au carré x. Donc là, on va récupérer... Alors déjà, j'intègre une fonction paire. Donc quand j'intègre une fonction paire, j'obtiens 2 fois l'intégrale entre 0 et 1. Donc du développement de cette expression, x4 moins 2 tiers de x carré plus 1 sur 9 x. On n'a plus qu'à intégrer. Alors je vais récupérer 2 fois l'intégrale entre 0 et 1 de x4 sur 4, de x5, alors de x4 qui s'intègre en x5 sur 5, ce qui va donc me donner un cinquième, moins 2 tiers multiplié par l'intégrale entre 0 et 1 de x carré qui s'intègre en x3 sur 3, donc l'intégrale va me donner 1 tiers, donc là on va récupérer 2 neuvièmes, plus 1 neuvième, hein, puisque j'intègre une fonction constante entre 0 et 1. Donc on n'a plus qu'à réduire au même dénominateur. Alors déjà je vais dire que en fait ce que j'ai à calculer c'est ici 1 cinquième moins 1 neuvième. Donc si on développe l'expression, on va récupérer 4 fois 2, 8 sur 9 fois 5. Alors je vais l'écrire comme ça, 9 fois 5, puisque quand je vais calculer la norme, je dois extraire la racine carrée. Donc la racine carrée, la racine de 8 c'est 2 racines de 2, et la racine du dénominateur c'est 3 racines de 5. Donc pour obtenir ma fameuse base orthonormée, il suffit que je considère E0 sur norme de E0, où E0 c'est lui, norme de E0 c'est lui, E1 sur norme de E1 et E2 sur norme de E2, avec les mêmes prescriptions que celles qu'on a faites au-dessus. Et ça y est, on a notre base orthonormée. Donc voilà comment on met en place le protocole. On voit que c'est un protocole qui est quand même assez calculatoire, ce qui va d'ailleurs appeler quelques remarques. Alors, deux petites remarques hein, avant d'aller plus loin. Déjà, on voit tout de suite l'intérêt de plutôt chercher à normaliser, à orthogonaliser la famille avant de chercher une base orthonormée, puisque ça évite de traîner des racines carrées un petit peu partout. Je vous rappelle que si vous divisez par les vecteurs par leur norme au fur et à mesure, ça veut dire que vous allez devoir trimballer le vecteur 1 sur racine de 2, le vecteur racine de 3, x sur racine de 2 dans tous les calculs qui sont ici. Ça paraît pas franchement être une très bonne idée. C'est aussi pour ça que le théorème, j'ai pas voulu démontrer le théorème général, pour pas que ça cache quelque part ce que vous allez devoir faire dans certains cas pratiques. C'est évidemment déjà chercher une famille orthogonale, puis ensuite normaliser les vecteurs, c'est-à-dire diviser les vecteurs par leurs normes. Ça, c'est quelque chose qu'on sait faire plutôt pas mal. Donc voilà, la première remarque qu'on peut faire sur le processus de Schmitt, c'est 1. Je cherche une famille orthogonale. 2. Cette famille orthogonale, je la norme. La deuxième remarque que je veux faire, c'est que vu la nature des calculs, hein, vous avez vu quand même que les calculs ne sont pas forcément très drôles, et ça en normalisant juste 3 vecteurs, s'il avait fallu les chercher le quatrième, il y avait une condition supplémentaire à chercher, et les calculs se seraient singulièrement compliqués, notamment la norme du dernier. Donc ça veut dire qu'il est quasiment peu vraisemblable que vous aurez à utiliser le procédé de Gram-Schmitt pour orthogonaliser ou orthonormaliser une famille qui compte strictement plus de 3 vecteurs. 3 vecteurs, c'est vraiment le maximum qu'on s'accordera. Alors vous allez me dire, mais quand on a à normaliser une famille de n vecteurs, comment on va procéder? Bien là, il faudra être astucieux, il faudra regarder les questions de l'exercice, il faudra regarder si l'exercice vous dirige vers une méthode particulière. Donc il est vraiment important que vous compreniez que dans ce cas-là, il faudra être pragmatique et trouver probablement d'autres idées. Alors pour étayer ce que je dis, on va regarder un exemple. On va travailler dans R4, donc un espace de dimension 4, et je vous demande de trouver une base orthonormée de cet espace vectoriel. Alors je vais vous montrer à quel point les raisonnements sur les espaces euclidiens sont magnifiques et vont
réduire certaines démonstrations à pas grand-chose. Alors, bon, peut-être que vous, ça vous amuse de démontrer qu'un truc comme ça, c'est un espace vectoriel, voilà, de revenir à la définition, ou de chercher une famille génératrice, vous voyez, ce genre de choses. Moi, ça m'éclate pas des masses. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse montrer que ce truc-là est un espace vectoriel en une ligne, vous voyez, même pas une ligne, en 5 caractères. Ça serait vraiment cool, quoi. Et ben voilà, on y est. Ce que je remarque, c'est que cet espace vectoriel est donné par une équation. Et ces équations-là, on a déjà plusieurs façons de les interpréter. On pourrait l'interpréter en disant, oh bah tiens, il y a une application linéaire cachée là. Enfin, cachée. Pas cachée en fait. L'application linéaire, ce serait l'application qui a x, y, z associé, x plus y plus z plus t. Cette application-là, c'est une forme linéaire. Alors vous allez dire, ah ouais, bah tout ça, faut montrer que c'est une forme linéaire, Burke, j'ai pas envie. Mais non, c'est forme linéaire canoniquement associée, et oui, oui, on sort la carte matrice. C'est la forme canoniquement associée à la matrice. Donc c'est la forme linéaire canoniquement associée à la matrice qui n'a que des 1. Donc une matrice qui a formé que d'une seule ligne et qui n'a que des 1. Effectivement, on peut vérifier que si je multiplie la matrice par le vecteur colonne x, y, z, t, j'obtiens exactement cette expression-là. Donc je peux dire par exemple que V, c'est le noyau de cette forme linéaire. Et c'est une façon de faire. Une autre façon de faire, je vous rappelle qu'on a dit qu'on était dans R4 canoniquement euclidien. Hein. Je l'ai dit et je le souligne. Ça veut donc dire que R4 est muni de son produit scalaire usuel. C'est quoi le produit scalaire usuel de R4? Eh bien, c'est la somme du produit des coordonnées. Mais ce truc-là, ça là, ça, si je le réécris sous cette forme-là, 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois quoi? Fois x, plus 1 fois y, plus 1 fois z, plus 1 fois t, est égal à 0. Oh. Alors là, on était à 1, 2, 3, 4, 5, 6 caractères. Va-t-on faire mieux? Ben moi, j'affirme que V, c'est l'orthogonale du vecteur U. Oh, pas mieux. Oh, dommage. Où le vecteur U, c'est le vecteur de R4 de coordonnées 1, 1, 1, 1. Effectivement, le V, c'est l'ensemble des vecteurs de R4 dont le produit scalaire avec ce vecteur-là est nul. Donc V, c'est directement l'orthogonale d'un ensemble. Or, l'orthogonale d'un ensemble, c'est un sous-espace vectoriel de R4. Donc on obtient, vous voyez par ce procédé, que c'est un sous-espace vectoriel de R4. Et en fait, cet espace vectoriel V, alors je vais faire un dessin dans R3, je suis dans R4, mais c'est juste pour symboliser les choses. Comment j'ai défini ce vecteur V? Ce vecteur V, il est défini en disant, bah, tu as le vecteur U, et qu'est-ce que tu fais pour récupérer V? Eh bien, pour récupérer V, eh bien, tu prends tous les vecteurs qui sont orthogonaux au vecteur U. Et là, tu obtiens l'espace vectoriel V. Voilà, donc ce qui veut donc dire que les vecteurs de V, c'est les vecteurs qui vont être directement orthogonaux à ce vecteur-là. Alors, en plus d'avoir vu que ça, c'était le noyau d'une forme linéaire, ça nous donne accès directement à la dimension de V. Puisque du coup, je peux appliquer la formule Durand pour récupérer des informations. Et je récupère donc que la dimension de V, comme c'est le noyau de phi, c'est la dimension de R4, 4, moins le rang de phi. Mais le rang de phi, c'est à peu près clair qu'il vaut 1. Pourquoi? Bah parce que d'une part, l'image de phi est un sous-espace vectoriel de R, donc est de dimension 0 ou 1, et comme cette application n'est pas nulle, bah par exemple si je prends l'image de ce vecteur-là, j'obtiens 4, et bien donc ça veut dire que l'image de phi n'est pas réduite à 0, donc elle n'est pas de dimension 0, donc elle est de dimension 1. Ce qui veut donc dire que la dimension de V, c'est 3. Alors maintenant, comment on peut faire pour obtenir une base orthonormée sans avoir à utiliser le procédé d'orthonormalisation de Schmitt? Bah c'est parti. Je m'aperçois que pour obtenir un vecteur qui est dans V, il faut que la somme des coordonnées soit nulle.
je prends un premier vecteur dont la somme des coordonnées est nulle. Par exemple, ce vecteur-là. Il ne faut pas que je me trompe, déjà tout à l'heure que j'ai dit que moins 1, ça faisait 0. Quelle honte. Bref, ce vecteur-là est dans V. Et la somme de ses coordonnées est dans V. Si je veux un vecteur qui est orthogonal à lui, alors pour être orthogonal à lui, par exemple, je vais m'arranger pour que ces deux premières composantes soient égales. Quand je fais le produit scalaire ici, je vais récupérer 1 moins 1, 0. Et il faut ici qu'il soit dans V, donc il faut que la somme de ses coordonnées soit nulle. Boum, moins 2. Donc là, vous obtenez un vecteur qui est dans V, mais qui est orthogonal au prédécesseur. Alors le suivant, pour être orthogonal à lui, je vais mettre deux composantes qui sont égales. Pour être orthogonal à lui, je vais mettre les trois premières composantes qui sont égales. Là, quel que soit ce que je mette ici, le produit scalaire entre ces deux-là est nul, entre ces deux-là est nul. Donc pour l'instant, ça roule. Ah oui, mais il doit être dans V. Ah ben oui, alors donc je vais mettre moins 3 pour que la somme des coordonnées soit nulle. Là, c'est bien un vecteur de V. C'est à peu près clair que l'échelonnement qu'on a ici donc je suis idiot. La famille elle est orthogonale, formée de vecteurs non nuls, donc elle est libre. Donc j'obtiens, si je baptise ce vecteur-là E1, E2, E3, on obtient que la famille E1, E2, E3 est une famille orthogonale de V. Elle est formée de vecteurs clairement non nuls, donc elle est libre. J'ai trois vecteurs qui forment une famille libre dans un espace vectoriel de dimension 3. On vient d'obtenir une base orthogonale de V. Et là, on n'a même pas fait les calculs du procédé de Schmitt. On a juste été un tout petit peu astucieux. Pour obtenir une base orthonormée, il suffit de normer les trois vecteurs qui sont ici et de diviser chacun des vecteurs par leur norme. Donc il suffit de calculer la norme du vecteur 1. Moi je calcule les normes au carré. Ça fait 1 plus 1, je vais y arriver là, 2. C'était chaud, hein. Alors 1 plus 1, 2 et 4. Tout va bien. Et enfin, 1 au carré plus 1 au carré plus 1 au carré, ça fait 3. 3 et le carré de 9, ça fait 9 et 3, 12. Donc on n'a plus qu'à diviser le premier vecteur par racine de 2, le deuxième par racine de 6 et le troisième par 2 racines de 3. Et paf, vous obtenez une base orthonormée de V sans utiliser le calcul. Donc on voit que maintenant qu'on a tout qui est en place dans l'algèbre linéaire, waouh, ça jette quoi. Enfin, je veux dire, on a des méthodes à 1, 2, 3, 4 caractères quoi. 1, 2, 3, 4 caractères. On a des méthodes à 4 caractères pour démontrer que les objets sont des sous-espaces vectoriels. Et quand on est un petit peu astucieux, un peu créatif, là, on est capable de construire des bases orthonormées comme ça. Alors la belle conséquence du théorème de Gram-Schmitt, évidemment, c'est le corollaire 21. Si je me place non plus dans un espace prilbertien réel, mais un espace euclidien de dimension n, et si je me donne une base E1, E2, En de vecteur 2, cette base-là, c'est en particulier une famille libre. Donc je peux dire qu'il existe une unique famille orthonormée epsilon 1, epsilon 2, epsilon n qui vérifie les propriétés qu'on avait vues dans le théorème de Gram-Schmitt. Or, cette famille orthonormée, c'est aussi une base de E, et c'est même une base orthonormée de E. Pourquoi une base orthonormée? Comme elle engendre le même espace vectoriel que les vecteurs de E1 jusqu'à En, il suffit de prendre k égale n ici, elle est donc aussi génératrice de E, puisque l'espace vectoriel engendré par E1, En, c'est E. On pouvait de toute façon dire que comme elle était orthonormée, elle était libre, à n vecteurs dans un espace vectoriel, c'était donc une base de E. Donc on voit que si on se place dans le cadre euclidien, si on sait orthonormaliser une famille libre, eh bien on sait orthonormaliser une base, et ce qu'on va récupérer, c'est une base de E, mais une base qui aura la propriété d'être orthonormée. On aura en plus, grâce au procédé de Schmitt, une base qui vérifie ces deux propriétés supplémentaires. Alors évidemment, ce qu'on a envie de se dire, c'est à quoi ça sert? Bon, alors déjà, avoir un résultat d'existence d'unicité, c'est jamais idiot, parce que ça permet de, avec l'existence et l'unicité, d'avoir une machinerie à montrer l'unicité pour l'unicité, enfin une machinerie à montrer des égalités pour l'unicité, pardon, et pour l'existence, on sait quoi faire de l'existence quand même. Hein. Je
Je vous rappelle quand même qu'en dimension finie, le théorème qui dit qu'il existe des bases, on l'utilise, mais alors tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais la condition qui est là, l'intérêt de la condition qui est là, est peut-être pour l'instant pour vous un peu mystérieuse. Elle ne va pas le rester longtemps. Je m'explique. Si je me place dans les conditions d'application de ce corollaire, dont la démonstration, c'est Gram-Schmidt, hein, là il n'y a rien à démontrer, hein. On applique le procédé de Gram-Schmidt à la famille E1, E2, En. Non, moi la remarque que je vais faire, c'est concernant la matrice de passage de la base B, donc la base de la famille de départ, vers la base E ronde, la base orthonormée qu'on obtient. Donc je vous rappelle que par définition, cette matrice de passage, on met les vecteurs de la famille qui sont ici, et on les décompose par rapport aux vecteurs E1, E2, etc. jusqu'à En. À quoi va servir la condition qui est là? Dire que vecte de epsilon 1 est égal à vecte de E1, ça permet de dire qu'ici, il y aura un seul coefficient dans la matrice alpha 1, et tous les autres coefficients en dessous seront nuls. Dire que l'espace vectoriel engendré par epsilon 1 et epsilon 2, c'est l'espace vectoriel engendré par E1, E2. Ça veut donc dire que déjà epsilon 2 est écrit comme combinaison linéaire des vecteurs E1, E2. Donc ça veut dire que là, je vais avoir un coefficient non nul, ici un coefficient sur la diagonale, et forcément tous les autres coefficients seront nuls. Donc vous voyez tout de suite que l'un des intérêts majeurs de cette propriété, c'est que la matrice de passage que vous construisez est une matrice qui va être triangulaire, supérieure. Et la condition qui est là va induire que les alpha k sont strictement positifs, quel que soit k compris entre 1 et n. Donc la matrice de passage qui est là est triangulaire supérieure, et on peut voir en appliquant la méthode de Gauss de résolution des systèmes que son inverse, elle sera également triangulaire supérieure avec des coefficients strictement positifs. Donc on aura une matrice qui sera pas forcément très difficile à inverser le cas échéant. Donc rappelez-vous hein, que l'interprétation matricielle de ça, c'est ça. Encore une conséquence de Gram-Schmidt, qui est juste une reformulation plus pratique du corollaire numéro 21, c'est l'existence de bases orthonormées. C'était l'un des enjeux. On avait dit, putain, les bases orthonormées, on a toujours des super calculs, les règles de calcul sont méga simples, on a accès aux coordonnées, les matrices des applications linéaires exprimées dans des bases orthonormées, on a une interprétation avec une formule des coefficients. Enfin bref, on est en train de se dire, si ça existe, s'il y a toujours des bases orthonormées, c'est quand même incroyable. Eh bien, ça existe en fait. Ça existe, et la démonstration du corollaire 22, elle repose sur l'existence de bases en dimension finie. Je m'explique. Je suis dans un espace euclidien. Un espace euclidien, il est par définition de dimension finie. Je sais qu'en dimension finie, il existe des bases. Donc je me donne E1, E2, En, une base de E. Enfin, une fois que j'ai une base de E, en appliquant le procédé de Gram-Schmidt, je peux récupérer une base orthonormée qui est obtenue par le procédé de Gram-Schmidt et qui vérifie de surcroît les propriétés qui sont ici. Mais en particulier, ce que j'obtiens, c'est une base orthonormée de E. Donc le procédé de Gram-Schmidt, il atteste qu'il existe donc des bases orthonormées dans n'importe quel espace vectoriel euclidien. Donc un peu comme en dimension finie, où on disait, ben, si je veux me donner une base de E, je me donne une base de E, et ben, dans un espace euclidien, je pourrais dire, je peux même me donner une base qui en plus sera orthonormée. Et donc disposer des règles de calcul dans une base orthonormée. Arrivons au chapitre sur les sous-espaces vectoriels d'un espace euclidien, mais on arrive armé, hein, on arrive avec... si j'étais un joueur de poker, je dirais, là j'ai du jeu, hein, j'ai une belle main royale, donc je vais pouvoir probablement faire des choses intéressantes. C'est quoi cette main royale? C'est l'existence de bases orthonormées. C'est-à-dire que quand j'ai un sous-espace vectoriel, je pourrais dire, ah oui, non, mais je peux me donner une base orthonormée de ce sous-espace vectoriel, puisque si on travaille dans un espace euclidien, un sous-espace vectoriel, si vous le munissez du même produit scalaire que E, il est lui-même un espace euclidien. Donc on pourra trouver des bases orthonormées dans n'importe quel sous-espace vectoriel de E. Ou vous pouvez le voir en disant, bah, je prends une base de cet espace vectoriel, et j'applique le procédé de Gram-Schmidt
pour en obtenir une base orthonormée, ce qui est complètement équivalent. Et le corollaire 22 s'applique aussi bien à l'espace vectoriel total qu'à ses sous-espaces vectoriels. Alors, le théorème 23, vous avez vu, c'est un théorème Mauss, puisqu'il s'agit de faire quoi ici? Il s'agit de démontrer ce qu'on avait plus ou moins pressendu, mais on avait été quand même fortement calmé par le fait que ça n'avait pas l'air valable en dimension infinie, et ça ne l'était pas. C'est que, en dimension finie, quand on ajoute f et son supplémentaire, on obtient deux sous-espaces vectoriels en somme directe, mais ça on le savait déjà, mais ils sont supplémentaires de e. Donc ce qui veut nous dire que l'orthogonal est un supplémentaire naturel de f. Parmi tous les supplémentaires que l'on a, eh bien, on pourra dire le supplémentaire orthogonal parce que des orthogonaux, il n'y en a qu'un. Donc c'est déjà quelque chose d'intéressant. On aura le petit bonus pour les dimensions, et le fait gratuit que le double orthogonal, quand f est un sous-espace vectoriel de E, bon, je l'ai dit ici, mais je vais le rappeler ici, pour tout sous-espace vectoriel de E. Évidemment, ça ne marche pas quand là j'ai juste un ensemble. Hein. Il faut absolument un sous-espace vectoriel pour disposer de cette égalité. Bon, c'est parti. Moi, là, je sens que j'ai des bons outils pour faire ça. Je fonce. Alors, pour affronter ça, qu'est-ce que je peux déjà dire d'emblée? Eh bien, je peux déjà dire d'emblée que f est évidemment orthogonal à son orthogonal. Donc, avec les propriétés qu'on a déjà démontrées, on peut déjà dire que l'intersection entre f et l'orthogonal de f se réduit à 0,2. Alors on pourrait se dire, ah bah là c'est cool, c'est fini, si on a la relation sur les dimensions, on a gagné. Ouais, ça vous a pas échappé que la relation sur la dimension, je la cite en deuxième partie, ce qui veut donc dire que je vais la déduire de ça. Donc là, malheureusement, on n'a pas la relation sur les dimensions. Malheureusement, ça veut dire qu'il va falloir faire probablement un raisonnement par analyse synthèse pour démontrer que tout vecteur de E se décompose en la somme d'un vecteur de f et d'un vecteur de l'orthogonal de f. Eh bien écoutez, c'est pas grave, on va faire un raisonnement par analyse synthèse. C'est parti. Je me donne soit x un vecteur de E, et je cherche à montrer qu'il s'écrit comme la somme d'un vecteur de f et d'un vecteur de l'orthogonal de f. Donc on part comme d'habitude gagnant. Hein. Supposons qu'il existe. Donc un vecteur y qui appartient à f et un vecteur z qui appartient à l'orthogonal de f, tel que le vecteur x s'écrive y plus z. Donc je suppose que j'ai une décomposition et je vais essayer de voir si je suis capable d'exprimer le vecteur y et le vecteur z en fonction de x. Donc dorénavant, on va chercher des conditions nécessaires et on cherchera à montrer qu'elles sont suffisantes. Mais là je sors mon arme. Mon arme, c'est je sais qu'il existe des bases orthonormées. Donc je vais supposer que la dimension de f, c'est P. C'est un sous-espace vectoriel de E, donc je suppose qu'il est de dimension P. Et je vais appliquer le corollaire 22 qui dit soit epsilon 1, etc. epsilon P, une base orthonormée de f. Donc je me donne une base de l'espace vectoriel, mais en plus orthonormée pour pouvoir faire les calculs proprement. Donc là, j'applique le corollaire 22, magnifique théorème existentiel. Là, je commence à dévoiler mon jeu. Et ce que je vais faire, c'est que je vais développer le vecteur qui est dans f, le vecteur y, dans cette base. Donc je sais que ce vecteur y, il va s'écrire sous la forme, alors je vais dire alpha 1, epsilon 1, plus etc., plus alpha p, epsilon p. Alors moi je sais que, a priori, comme la base est orthonormée, les scalaires qui sont ici, c'est les produits scalaires entre y et les vecteurs epsilon i. Mais en fait, je vais montrer mieux. Je vais montrer qu'en fait, c'est les produits scalaires entre x et epsilon i. Et pour ça, eh bien, je vais repartir sur l'écriture de x. L'écriture de x, c'est alpha 1, epsilon 1, plus du coup alpha p, epsilon p, plus z. Et pour récupérer ce qui me manque pour connaître y parfaitement, maintenant je reporte mon problème sur les coordonnées. Trouver y, c'est trouver les alpha e. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir trouver les alpha e? Je vais prendre le produit scalaire de x par le vecteur epsilon i.
pour n'importe quelle valeur de i qui est comprise entre 1 et p. Ça va me donner quoi? Si je développe ce produit scalaire, ça va me donner eh bien, alpha 1, epsilon 1, scalaire epsilon i, qui est nul, puisque je vous rappelle que les vecteurs sont orthogonaux. On continue comme ça jusqu'à alpha i, epsilon i, scalaire epsilon i, qui vaut 1, puisque epsilon i est un vecteur normé, on a une base orthonormée, plus, etc., alpha p, epsilon p, scalaire epsilon i, qui est nul, puisque la famille des epsilon i est orthonormée, plus, alors je l'écris, mais pas pour longtemps, z scalaire epsilon i. Mais z scalaire epsilon i, il est nul aussi, puisque je vous rappelle que le vecteur epsilon i, c'est un vecteur de f, et le vecteur z, c'est un vecteur qui est dans l'orthogonale de f. Donc ce produit scalaire-là, il est également nul. Et je viens de dire que ce produit scalaire-là, comme la famille est orthonormée, il vaut 1. Moralité, j'ai pas le choix sur les alpha i. J'obtiens que alpha i, c'est en fait le produit scalaire entre x et epsilon i. Et ceci, c'est valable pour tout entier i, compris entre 1 et p. Ce qui veut donc dire que le vecteur y, il est nécessairement égal à quoi? Le vecteur y, il est nécessairement égal à produit scalaire de x, epsilon 1 fois epsilon 1, plus etc. Produit scalaire de x, epsilon p fois epsilon p. Voilà le vecteur x. Voilà le vecteur y, pardon, que l'on connaît uniquement en fonction de x, et c'est tout. Du coup, j'ai pas le choix non plus pour z. Je vais dire que, donc, nécessairement, si y c'est lui en fonction de x, donc, nécessairement, je récupère que le vecteur z, il vaut x, moins ce que j'ai trouvé pour le vecteur y, moins x scalaire epsilon 1, plus etc., x scalaire epsilon p fois epsilon p. Moralité, on vient bien de redémontrer que si une telle décomposition existe, elle est unique, puisqu'on a démontré que y, c'était forcément ce vecteur-là, et z, c'était forcément ce vecteur-là. Il nous reste donc à voir si réciproquement, les deux vecteurs qu'on a obtenus conviennent. Donc là, on vient de terminer l'analyse de notre raisonnement par analyse synthèse. On peut donc s'attaquer à la réciproque. Alors je vais poser, pour mon x donné, je prends ce vecteur y et je prends ce vecteur z. Déjà, je peux dire qu'en ajoutant le vecteur y et le vecteur z, on obtient donc bien le vecteur x. Puisque pour le vecteur z, j'ai pris x moins le vecteur y. Donc évidemment, les additionnant, on récupère x. Le vecteur y, je dois vérifier qu'il est dans f. Et il est bien dans f, puisque y, c'est une combinaison linéaire de vecteurs de f. Je vous rappelle que les vecteurs epsilon i, qu'on a pris ici, les vecteurs qui sont là, forment une base de f. Et que ces objets-là, ce sont des nombres réels, puisque ce sont des produits scalaires. Donc ce vecteur-là est bien dans f, puisque c'est une combinaison linéaire de vecteurs de f. Combinaison linéaire de vecteurs de f. Donc ça, pour le coup, c'est gagné. La seule chose qui nous reste donc à démontrer, c'est que le vecteur z qui est ici est bien à la place qu'il doit être. On doit montrer que le vecteur z appartient à l'orthogonale de f. Mais l'espace f, j'en connais une famille génératrice, j'en connais même une base. Donc ce que je dois démontrer, c'est que f appartient à l'espace vectoriel engendré par epsilon 1, epsilon p, orthogonal. Pour montrer ça, on l'a dit tout à l'heure, rappelez-vous, on avait dit que l'orthogonale de A, c'était l'orthogonale de vecteur de A. Il suffit, et il faut, montrer que Z est orthogonal à une famille génératrice. Donc, si j'arrive à démontrer que le produit scalaire de Z par le vecteur epsilon i est nul, et ceci pour n'importe quel i compris entre 1 et p, on aura gagné. Donc, je calcule ce produit scalaire. Donc, ce produit scalaire-là, c'est le produit scalaire. Donc, je vous rappelle que, voilà mon vecteur. X moins la somme pour k variant entre 1 et p des produits scalaires de x par epsilon k multiplié par epsilon k scalaire epsilon i. Je développe le produit scalaire par rapport à la première place. On va récupérer x scalaire epsilon i moins la somme pour k variant entre 1 et p
x scalaire epsilon k, c'est un nombre, je peux le sortir. Donc il va juste me rester le produit scalaire de epsilon k par epsilon i. Or, le produit scalaire de epsilon k par epsilon i, il vaut 0 si k est différent de i, et 1 si k est égal à i. Donc en fait, cette grosse somme-là, elle vaut x scalaire epsilon i. Donc on obtient la différence de x scalaire epsilon i avec x scalaire epsilon i, on obtient 0. On vient donc de démontrer que le vecteur z est orthogonal à tous les vecteurs qui sont ici. Il est donc orthogonal à toutes leurs combinaisons linéaires. Il est donc dans l'orthogonale de f. Donc on vient bien de démontrer que z est bel et bien dans l'orthogonale de f. Ce qui signifie donc que tout vecteur de E se décompose de manière unique en la somme d'un vecteur de f et d'un vecteur de l'orthogonale de f. Mieux, on a vu que pour récupérer les coordonnées de ce vecteur-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ce que vous avez fait en quatrième. C'est les produits scalaires de votre vecteur sur les vecteurs qui dirigent les axes normés. En fait, ce qu'on a fait, il faut que je retrouve mon papier là, donc mon crayon, mais en fait, ce qu'on a fait, à l'échelle de f, bien sûr, ce qu'on a fait, je ne vais pas le retrouver, voilà. Ce qu'on a fait, c'est ça. On a pris notre vecteur x, et pour regarder ce qui se passait sur f, on a fait les produits scalaires sur les vecteurs qui dirigent les axes normés de notre espace vectoriel f. Donc finalement, on n'a rien à réinventer, on a juste appliqué en dimension supérieure les concepts que vous avez vus au collège et au lycée. Alors évidemment, là on a fait l'essentiel, hein. La suite va se démontrer à la vitesse de l'éclair, puisque je vous rappelle que E s'écrit comme la somme de E et de F et la somme est directe. Donc si j'applique la formule de Grassmann, ce que je peux faire, hein, puisque E est de dimension finie, on récupère que la dimension de E, c'est la dimension de F plus la dimension de l'orthogonale de F moins la dimension de l'intersection. Mais l'intersection, elle est réduite à 0. On récupère donc que la dimension de E, c'est la dimension de F plus la dimension de l'orthogonale de F. On récupère donc immédiatement que la dimension de l'orthogonale, c'est la dimension de E moins la dimension de F. Voilà, c'est en fait la dimension de n'importe quel espace vectoriel supplémentaire de E, supplémentaire dans E. Alors, le troisième point maintenant, le troisième point qui est la démonstration de l'orthogonale est égal à f. Alors ça me paraît pas très compliqué non plus, puisque je vous rappelle qu'on a déjà cette inclusion qui est universelle. On l'a démontré dans la proposition 17, me semble-t-il. Donc ça, c'est l'inclusion universelle. Celle-là, elle est tout le temps vraie. Celle qu'on a vue qu'elle n'était pas tout le temps vraie en dimension infinie. L'égalité, mais l'inclusion en dimension infinie, on a vu qu'elle restait vraie. On l'a démontré de façon générale. Je vous ai dit, hein, je crois que c'est la propriété 17. Et je me dis que si j'ai l'égalité des dimensions, c'est gagné. Or, l'égalité des dimensions, ça me paraît acté, puisque l'orthogonale de l'orthogonale, je vous ai dit que ça revient à mettre des parenthèses ici. Donc, si j'applique la propriété qui est là au sous-espace vectoriel f orthogonal, je récupère que la dimension du double orthogonal plus la dimension de l'orthogonale, c'est la dimension de E. Puisque j'applique la règle numéro 2, j'applique cette règle-là en posant f est égal à f orthogonal. Puisque ceci, c'est valable pour tout sous-espace vectoriel de E, c'est en particulier valable pour le sous-espace vectoriel orthogonal de f. J'en déduis donc que la dimension du double orthogonal est égale à la dimension de E moins la dimension de l'orthogonale de f. Or, la dimension de E moins la dimension de l'orthogonale de f, c'est la dimension de f. Bilan. Je dispose de l'inclusion universelle entre f et le double orthogonal. J'ai également, grâce au deuxième point que j'applique à f et à l'orthogonale de f, l'égalité des dimensions. Je peux donc appliquer le résultat annonçant que lorsque deux espaces vectoriels sont inclus l'un dans l'autre et s'ils ont la même dimension, alors ces deux espaces vectoriels sont nécessairement égaux. Les deux autres points tombent donc comme un flux mûr. Et je vous mens pas, hein. Oui, je bluffais pas, hein. J'avais vraiment du jeu, hein. Le théorème
de Gram-Schmidt et son corollaire 22, c'est Caridas. Hein. C'est tapis à tous les coups. Alors là, on se sent de faire une remarque importante. Effectivement, si je me donne, donc toujours dans un espace euclidien bien sûr, hein, donc dans E pourvu du produit scalaire, crochet, un espace euclidien, donc c'est-à-dire un espace vectoriel de dimension finie. Si je me donne F, un sous-espace vectoriel strict de E. Si je me donne un tel sous-espace vectoriel. Alors, nous avions vu qu'il y a une infinité de supplémentaires à F. Si je prends par exemple l'exemple d'un plan vectoriel dans l'espace vectoriel R3, on avait vu que des sous-espaces vectoriels supplémentaires, il y en a plein, puisqu'il suffisait, rappelez-vous, de prendre une droite vectorielle qui n'était pas incluse dans le plan. Donc si je prenais ici, si lui je l'appelle V, et si lui par exemple je l'appelle F1, c'était un sous-espace vectoriel supplémentaire. F2, c'était un sous-espace vectoriel supplémentaire. F3, c'était un sous-espace vectoriel supplémentaire. N'importe quelle droite vectorielle engendrée par un vecteur qui n'est pas dans V est un sous-espace vectoriel supplémentaire. Donc on avait l'impression que dans ce marigot, il n'y avait rien qui se dégageait. Eh bien si, quand je suis dans un espace euclidien, il y a parmi tous ces supplémentaires, parmi cette infinité de supplémentaires, un supplémentaire qui se dégage. Le supplémentaire qui se dégage, c'est l'orthogonale de V. C'est-à-dire il n'y a qu'un seul orthogonal pour un sous-espace vectoriel, c'est le sous-espace vectoriel orthogonal de V. Donc parmi tous les sous-espaces vectoriels supplémentaires qu'on peut trouver, eh bien il y a un supplémentaire qui se dégage, on l'appelle le supplémentaire orthogonal. Et c'est le supplémentaire orthogonal, et c'est un supplémentaire. Mais c'est le supplémentaire orthogonal, parce que des supplémentaires orthogonaux, il n'y en a qu'un. Donc, ce sous-espace vectoriel-là, évidemment, eh bien, il se distingue de tous les autres, de par la propriété d'orthogonalité. Alors, pour appuyer encore un peu plus cette propriété d'orthogonalité, très souvent, on dira, bon, bah, ils sont supplémentaires, mais on mettra un petit orthogonal comme ça, pour dire qu'en plus, ils sont orthogonaux. Donc, on va tout de suite donner des exemples de sous-espaces vectoriels qui sont supplémentaires orthogonaux. Alors pour l'instant, probablement l'un des plus beaux exemples qu'on ait vu, c'est que si on travaille dans Mn2R muni de son produit scalaire euclidien, donc le produit scalaire dit de Frobenius, nous on avait déjà vu que l'ensemble des matrices symétriques et l'ensemble des matrices antisymétriques étaient des sous-espaces vectoriels supplémentaires. Mais vous vous souvenez aussi qu'on a démontré que ces deux sous-espaces vectoriels-là étaient orthogonaux. C'était un exercice qu'on avait fait pour donner une illustration de sous-espaces vectoriels orthogonaux. On récupère donc que ces deux sous-espaces vectoriels sont supplémentaires orthogonaux, ce qui signifie en d'autres termes que l'orthogonale de Sn, c'est l'espace vectoriel AN. Puisqu'il n'y a qu'un seul supplémentaire orthogonal, c'est AN, et par la même occasion, vous récupérez que l'orthogonale de AN, c'est l'espace vectoriel Sn. Donc ces deux sous-espaces vectoriels sont réciproquement l'orthogonale de l'autre. Alors je prends maintenant un exemple dans R4. Vous reconnaissez tout de suite l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. C'est juste pour vous dire que quand j'avais démontré que c'était un sous-espace vectoriel, alors je me suis dit, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un plan, effectivement, puisque c'est l'orthogonale d'un vecteur. Donc on avait tout de suite dit que V, c'était l'orthogonale du vecteur U, où U, c'était le vecteur de coordonnées 1, 1, 1, 1. Mais je n'avais pas réussi pour autant à déterminer, à calculer la dimension de V. J'avais été obligé de jouer la carte des formes linéaires pour pouvoir appliquer le théorème du rang. Enfin, sauf que maintenant, mon théorème 23, là, il me dit quoi? Il me dit que, du coup, l'orthogonale de V, c'est l'orthogonale de U. Alors, faites attention, là, il y a un piège.
c'est un sous-espace vectoriel, donc il faut que je récupère un sous-espace vectoriel. Et là, je sais que l'orthogonale de U est aussi l'orthogonale de vect de U. Donc comme là, j'ai bien un sous-espace vectoriel, je peux bien dire que le double orthogonal me donne vect de U. Oui, je peux mettre une flèche, hein, je travaille dans R4, on est en train de travailler dans un espace géométrique. Moralité, je peux donc dire que la dimension de l'orthogonale ici, ça vaut 1, puisqu'on arrive à une droite vectorielle qui est engendrée par un vecteur non nul. Donc on peut récupérer comme ça assez facilement que la dimension de V est donc égale à 3, à cause du fait que la somme des dimensions de V et de son orthogonale, c'est égal à la dimension 4 de l'espace vectoriel. Donc on voit qu'on peut court-circuiter le travail sur les formes linéaires pour appliquer le théorème du rang. Allez, mieux, un dernier petit exemple et on s'arrête. Si je travaille dans Rn, je me dis à quoi ressemble un espace vectoriel de dimension n-1. Donc dans Rn, à quoi ressemble ou comment écrire, hein, à quoi ressemble V de dimension n-1, hein, c'est-à-dire un hyperplan quelque part. Bien, je vais passer par l'orthogonale. Je vais dire que par théorème, le théorème qu'on vient de démontrer, ce sous-espace vectoriel-là, si je lui ajoute son orthogonale, j'obtiens évidemment l'espace vectoriel Rn. J'ai dit Rn et je note n-1. C'est quand même dingue. Donc dans Rn, à quoi ressemble un sous-espace vectoriel de dimension n-1? Si je passe par l'orthogonale, je peux dire que V plus V orthogonale est égal à Rn. Ce qui me donne donc que comme V est de dimension n-1, l'orthogonale de V est un espace vectoriel de dimension 1. Donc l'orthogonale de V est une droite vectorielle. Je vais dire c'est la droite vectorielle engendrée par le vecteur U, où le vecteur U, je vais le noter avec ses coordonnées, hein, c'est un vecteur de Rn. Hein. Là je travaille dans Rn, canoniquement euclidien. Donc voilà, c'est ce vecteur-là, qui est un vecteur non nul, puisqu'il engendre une droite vectorielle. Donc, si je repasse à l'orthogonale, je vais récupérer que V, c'est l'orthogonale de l'espace vectoriel engendré par U, que je peux aussi écrire, si ça me fait plaisir, l'orthogonale de U. Si je réécris ce que c'est que V, regardez, on va faire naître l'équation de V. V, c'est l'ensemble donc des vecteurs x1, xn appartenant à Rn, dont le produit scalaire avec le vecteur U est nul, donc tel que U1 x1 plus etc. plus UN xn est égal à 0. Vous récupérez donc un espace vectoriel de dimension n-1, comme on le pressentait, est un espace vectoriel qui est donné par une équation sur les coordonnées. On retrouve le cas particulier, par exemple, de cet espace-là. C'est un espace de dimension 3, il est donné par une égalité sur ses coordonnées. Et bien en fait, on vient de démontrer que tout espace vectoriel de dimension n-1 est donné par une égalité qui est vérifiée par ses coordonnées. Cette équation-là, elle va porter un nom, elle s'appelle équation. C'est une équation possible pour écrire l'espace vectoriel V. C'est quand même chouette les espaces euclidiens. Hein. Allez, on s'arrête là.